Bonjour la team replay, salut YouTube, salut Patreon. Une intro un peu spéciale aujourd'hui parce que c'est une intro pour un replay dédié à la tech. Voilà, comme je fais des streams où on parle de tech et de jeux vidéo, c'est cool, mais quand je dois poster sur YouTube, il est là genre, frère, c'est de la tech ou c'est du jeu vidéo? Et moi je suis là genre, oui, voilà, il faut que je fasse un choix et ça fera en plus des replays un peu plus courts et vous pourrez un peu mieux choisir vos thématiques. Donc là, c'est l'intro du replay tech et aujourd'hui on aura parlé d'IA avec des trucs pas drôles, d'IA, des trucs un peu plus intéressants, mais on aura aussi des trucs chouettes. Un ordinateur portable très chouette, une caméra très très prometteuse et un accessoire avec des accessoires à l'intérieur. Mon point faible quoi. Allez, je vous laisse regarder ça, bon visionnage. On va parler de nouvel ordre mondial avec le nouvel acronyme qui a fait rigoler tout le monde, mais qui est assez vrai et qui raconte la société actuellement. Après les GAFAM et les FANGs, bon, on a surtout retenu les GAFAM, voici les Mangos. Voilà, des bisous évidemment à Louis Sarkozy. Oh, il adore, c'est super, c'est incroyable les Mangos. Mais pourquoi on n'en a pas parlé avant? Meta, Anthropic, Nvidia, Google, OpenAI et SpaceX, évidemment. Les Mangos sont les géants de la tech actuelle et surtout les géants, on va dire, très très liés à l'IA. Meta, évidemment, all-in dessus. Anthropic aussi, Nvidia, Google, OpenAI et SpaceX, parce que je vous rappelle que SpaceX désormais détient xAI, et donc ça fait de SpaceX une sorte de fourre-tout, mais aussi eh bien, un géant de l'IA. Intéressant évidemment de voir que Apple et Microsoft et Amazon sont absents, alors que eux aussi évidemment pèsent chacun de leur manière. Microsoft, parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent dans OpenAI globalement et qu'ils lancent enfin leur modèle à eux et surtout qu'ils, eh bien, avec leurs serveurs, ils sont aussi un des gros piliers du marché de l'IA. Amazon aussi via AWS bien sûr et Apple à sa manière avec son lancement avec Siri et surtout le fait que ce soit eux qui vendent quasiment le plus de terminaux pourraient mériter d'être là. Mais c'est vrai que d'un point de vue purement, on va dire, game de l'IA entre les calculateurs et les modèles, on a ici cet acronyme qui s'appelle Mango. Il est plutôt facile à retenir, j'ai envie de dire. Il est plutôt rigolo à retenir. Est-ce qu'il va rester longtemps? Je ne sais pas parce qu'on est clair que dans toutes ces startups, tout le monde ne va pas, s'en sortir, notamment je pense qu'entre, Google, Anthropic et OpenAI, il restera pas 3 géants de l'IA qui brûlent des centaines de milliards de dollars par mois, il va en rester que 2 peut-être et on verra bien lequel. Je vous rappelle qu'il y a aussi, 2-3 entrées en bourse monstrueuses et très, très cheloues, qui sont là pour les prochains jours, hein. Donc je vous rappelle que SpaceX s'annonce comme la plus grande entrée en bourse de l'histoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, financiers, mais sous le coup de changements de règles du Nasdaq et d'autres petites bidouilles qui font que si vous faites partie de fonds de pension ou d'entreprises qui investissent automatiquement pour vous, attention parce que vous allez très certainement investir en SpaceX sans forcément le vouloir ou le savoir. Et je vous rappelle que SpaceX, eh bien, va être valorisé à l'équivalent de 1,7, enfin 1 700 000 $ en introduction en bourse, ce qui est évidemment quelque chose que SpaceX ne pourra jamais générer en chiffre d'affaires d'ici les 10-15 prochaines années. Donc encore une fois, à voir quel niveau de bulle. Et je vous rappelle que Anthropic et OpenAI eh bien, préparent également leur entrée en bourse, les deux avec des valeurs qui frôlent les 1 000 milliards de dollars. Donc c'est évidemment un sacré délire. Bon, pour l'instant, en tout cas, on pourra parler de Mangos pendant quelques mois avant de voir lequel s'est effondré et sera remplacé par un prochain géant. Bref, SpaceX, c'est un peu bidon. Est-ce que j'ai déjà écouté l'interview du patron de Mistral IA à l'Assemblée, Mensch, Arthur Mensch? Non, j'ai pas écouté, mais je sais qu'il se bat pour dire, bah, en gros, il nous reste 18 mois si on va se faire dévorer, quoi. Heu, l'écosystème de l'IA en Europe, évidemment, est déjà, complètement, j'ai pas envie de dire ridiculisé, mais beaucoup trop raisonnable par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, en Chine, avec des investissements et une spéculation complètement dingo et une dérégulation complètement folle. Après, voilà, la question, c'est est-ce que vous voulez avoir quelque chose qui est un peu responsable et qui fait qu'on va peut-être perdre le game? Ou est-ce que vous voulez qu'on se jette à corps perdu comme, ce qu'on fait, souvent aux États-Unis? Bon bref, beaucoup de questions, assez intéressantes là-dessus. Et donc SpaceX, c'est pas bidon, c'est juste que SpaceX est une offre à tiroir. Donc en fait, SpaceX est une entreprise qui, en fait, détient plusieurs filiales et la plus rentable, n'est pas SpaceX et encore moins xAI qui a été racheté et en fait, Elon Musk a fait rentrer dans des tiroirs son réseau social
avec son IA, qui ont été rachetés par son lanceur de roquettes, qui lui-même en fait détient son fournisseur d'accès. Je crois que la vraie vache à lait de tout ça en fait, c'est Starlink, qui rapporte le plus d'argent aujourd'hui de toutes les compagnies. Mais le tout est mis sous une ombrelle qui a permis aussi d'effacer le fiasco du rachat de Twitter, parce que 44 milliards de dollars, ça vaut quoi quand derrière, tu vas essayer de faire valoriser ta boîte à 1700 milliards de dollars. Attention, ils vont pas récolter 1700 milliards de dollars, parce que je crois qu'il y a un tout petit pourcentage de la boîte qui va être mis en vente pour le grand public. Bon, bref. Il y a aussi des nouvelles règles de la Nasdaq qui font qu'ils passent outre pas mal de contrôles et pas mal de mois d'ancienneté. Bon, bref, c'est vraiment. Allez voir des youtubeurs et des youtubeuses spécial finance, c'est vraiment un. Ça ressemble à une arnaque, un petit peu, on va pas se mentir. Mm. Entreprise qui utilise des serveurs de SpaceX. Oui, c'est pas les seuls, hein. Google vient de signer un accord avec SpaceX, hein. En fait, SpaceX et XAI ont des capacités de serveurs euh, absolument gigantesques. Et je pense que Grok n'utilise pas tout. Donc, il faut bien qu'à un moment, ils gagnent de l'argent. Donc voilà, on notera Mango. Et puis, je vous ai mis le lien vers le tweetos qui s'appelle Chris GPT, déjà un sacré programme, qui a trouvé cet acronyme. Et on verra si ça tiendra. Bref, maintenant, justement, on va parler un peu d'IA, malheureusement. Mais, si on parle d'IA, on va commencer par, j'ai envie de dire, un trailer. Et comme ça, au moins, on n'aura pas fait que des choses horribles, j'ai envie de dire, hein. Voilà, let's go. C'est parti pour la suite de The Social Network. Ça s'appelle The Social Reckoning et le célèbre scénariste Aaron Sorkin est désormais aussi le réalisateur. Vous allez voir qu'il y a un petit changement de casting et c'est Jeremy Strong qui va jouer Mark Zuckerberg. C'est parti. Listen, before I go on, I want to make something clear. Okay. I have a hunch you're not a fan of Facebook. But I am. I am here to help Facebook, not hurt it, okay? You send me a message. What would you like to talk about? Donnez-moi 2 secondes, je suis maudit avec le son là. Attends, je suis maudit avec le son. Qu'est-ce qui se passe? Ok, on va remettre le son. Hurt it, okay? You send me a message. What would you like to talk about? The chairman gavels the session to order. You'll read your opening statement, which we'll skip past for now, that's a separate session, and we'll move to witness questioning. Spell your name and state your current occupation for the record. MARKZUCKERBERG. And your occupation? I'm a professional defendant. I ran classifiers on political groups where 30% of content hits multiple risk factors. Hang on, I don't understand what you're saying. Aren't you a tech reporter? Ish. Ish? These guys are counting on the next round of congressional testimony to make you likable, Mark. I'm happy to lend a hand, but I think you're doomed. This company and that guy are playing an unprecedented role in our lives. The fire hose of bad information you are injecting into the air supply is becoming jet-powered. I'm a free speech absolutist. I'm not the one who's lying, and I'm not stopping them from seeing someone who is. Anxiety, depression of teenage girls got worse as a result of time spent on the platform. Senior leadership knows and is doing nothing. I know there are easier enemies to make. The Mafia would be an easier enemy to make. So what would you need? To stand up the story, the internal documents. This is a material violation of my NDA. We're twice as big as the biggest country on Earth. We're not frightened of Congress. We're post-government around here. Please, let me quote that. We have 102 hours to get everything. She's going to get sued into small pieces. I don't want to be made an example of by a guy with unlimited resources. Harm, I promise you, is imminent. Enough! People around here understand that when I say no, that's the end of the debate. I'm not 2 years out of a dorm room anymore, Charlie. Look around. I don't know what the girl thinks she's doing. She's disrupting. Jeremy Strong, enfin
Enfin, il est PDG d'une grande boîte. Bon, c'est un petit gag pour les gens qui suivent évidemment la série Succession, où il joue le rôle du fils maudit qui veut vraiment y arriver, quoi, et qui vraiment est assez horrible et assez humilié par son père constamment en Succession. Et donc là, vous voyez, Jeremy Strong joue le rôle ici de Mark Zuckerberg. Et même si je trouve que physiquement, il ressemble pas du tout à Mark Zuckerberg, la voix et l'intonation m'ont agréablement étonné. Mais c'est vrai qu'il y a une phrase qui est assez clé là-dessus, puisqu'à un moment, il parle à son conseiller qui est donc Bill Burr. Donc pour les gens qui ne connaissent pas Bill Burr, comique américain très connu, lui, ici, là, voilà, c'est un comique américain très connu. Il explique: «Je suis pas ce mec qui vient de sortir il y a 2 ans de son campus universitaire. Je suis désormais le plus DG d'une des plus grandes, entreprises du monde». On voit un des conseillers aussi de Facebook qui explique qu'aujourd'hui Facebook, c'est plus puissant que certains pays. Et on voit aussi évidemment, le journaliste, qui est joué par l'acteur de The Bear, donc ça va être une grosse actualité pour lui, puisque, The Bear arrive fin juin sur Disney+, si je ne m'abuse, et donc voilà. Donc ça sent vraiment très, très bon ce petit casting. Donc, comme vous le voyez, Jeremy Strong dans le rôle de Mark Zuckerberg, Jeremy Allen White dans le rôle de journaliste, nous avons, Mickey Madison dans le rôle de la lanceuse d'alerte Frances Haugen et Bill Burr notamment qui sera, eh bien dans le rôle d'un des conseillers, eh bien de Mark Zuckerberg. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que donc ce deuxième volet, le premier volet, The Social Network, donc je vous rappelle, hein, qui était déjà sur un scénario de Aaron Sorkin, mais qui avait un casting très différent. Et bien, il va se concentrer sur les Facebook Files. Donc je vous rappelle que les Facebook Files mettent en avant cette affaire très tendue à laquelle Meta a quand même échappé, où une lanceuse d'alerte, une développeuse et spécialiste, des politiques, internationales qui bossait chez Facebook, eh bien voyait comment fonctionnait l'entreprise en interne, voyait que l'entreprise faisait du mal à sa population, faisait du mal à ses jeunes sur Instagram, faisait du mal à ses vues sur Facebook, voyait que l'entreprise avait fait des études, que l'entreprise était au courant et que l'entreprise n'avait rien changé, évidemment, au nom de l'engagement et des profits. Elle avait du coup sorti des informations avec un journaliste du New York Times, avec comment dire, un article qui avait fait, une enquête qui a fait très très grand bruit, qui avait fini au Congrès, littéralement. Elle a été auditionnée, elle a fait le tour du monde, le tour des plateaux. Elle s'est rendue aussi célèbre pour se blinder, effectivement, contre des procès qui auraient ruiné sa vie. Je pense qu'elle aurait été attaquée jusqu'à la fin de ses jours en procès pour des centaines de millions de dollars par Meta, ce qui n'a pas été le cas, et que Zuckerberg, derrière, s'est fait exploser sur des centaines d'audiences, lui et ses sbires de la direction de politique américains, principalement. Et c'était une histoire folle, et qui montre aussi que derrière, Meta a survécu à tout ça. Donc Meta savait qu'ils faisaient du mal à la population mondiale avec leur manière de fonctionner. Ils ont continué, ils ont survécu. Et ce qui est fou, c'est que on pourrait même déjà avoir le troisième volet, puisque depuis quelques années, Mark Zuckerberg, notamment avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, a encore plus changé, s'est encore plus radicalisé, puisqu'il est devenu un petit peu mascu maintenant. Et voilà, donc ça sera très certainement pour j'ai envie de dire le troisième, le troisième volet. Mais j'ai envie de dire là, la bande annonce m'a beaucoup, beaucoup donné envie de le regarder. Après, je sais pas ce que vous avez pensé. Moi, personnellement, j'avais trouvé ce Social Network vraiment bien. Pas comment dire, pas le meilleur film de la Terre, mais pour un biopic, c'était intéressant. Surtout un biopic aussi proche. On fait rarement des biopics de personnes jeunes et encore en vie. Et donc, Social Network, ça en était plutôt bien sorti à l'époque. Mais là, bon, après, on va encore plus détester le monde, les milliardaires et les GAFAM avec ça. Mais ce passage de Meta, l'enquête, les risques que Frances Haugen a pris, les polémiques évidemment autour d'elle et de Mark Zuckerberg, évidemment, me donne vachement envie de savoir. Voilà. Je suis aussi intéressé de voir comment vont, comment dire, performer les acteurs. Pareil, Jeremy Allen qui fait The Bear, j'ai du mal à le voir dans d'autres rôles que ça, parce que j'ai pas connu ses autres rôles. Voilà, évidemment, j'adore cet acteur. Je veux bien voir ce qu'il fera en tant que comment dire, qu'artiste. Et puis, il y a aussi, Mickey Madison, qui est ici, et qui est intéressant parce que Mickey Madison, l'actrice qui va jouer le rôle de Frances Haugen, c'est pareil, elle ne ressemble pas du tout, du tout, du tout à Frances Haugen. Et Mickey Madison s'est fait connaître puisqu'elle a bossé au cinéma, dans des séries télécomiques, etc. Et ça va être intéressant de la voir dans ce rôle. Voilà, donc
Donc, le casting, j'ai trouvé ça intéressant que sur le casting, il n'y ait pas une envie ou un besoin en tout cas de ressembler beaucoup, physiquement au personnage réel. Jesse Eisenberg avait, je trouve, un petit air, même si encore une fois Jesse Eisenberg ne ressemble pas à Mark Zuckerberg, il faisait plus Mark Zuckerberg en tout cas que je pense Jeremy Strong fait Mark Zuckerberg physiquement. Mais c'est vrai que quand on le voit parler là, Jeremy Strong, ça marche vraiment, vraiment, vraiment très bien. Nothing. I know there are easier enemies to make. The Mafia would be an easier enemy to make. So what would you need? To stand up the story? It is imminent. Enough! People around here understand that when I say no, that's the end of the debate. I'm not 2 years out of a dorm room anymore, Charlie. Look around. Il est devenu, il affiche ouvertement Dikashiro-san. L'un ou l'autre. En tout cas, maintenant, il a embrassé son côté mascu, Zuckerberg, cette fameuse, il faut se débarrasser de cette énergie féminine, qui a un peu castré Meta pendant toutes ces années. Voilà quoi. Bref. Donc, je vous parle aussi du social reckoning, évidemment pour vous parler de Meta. Pour vous parler de Meta et de la confirmation de ce qu'on crée, on craignait. Il y a quelques mois, je vous avais dit que Meta s'était fait prendre un peu la main dans le sac avec des mémos en interne sur le fait que Meta voulait ajouter à ces petites Meta Ray-Ban une fonctionnalité qu'on pourrait appeler le Shazam des gens, quoi. C'est une sorte de vieux fantasme. Et avant, tu te balades dans n'importe où, tu entendais une musique, tu lançais ton Shazam ou équivalent ou ton assistant vocal, hop, il écoutait la musique, il te reconnaissait le titre, ok. Et pendant longtemps, les gens ont dit, bah, il va y avoir un jour le Facebook des gens. Tu vas te balader dans la rue, tu vas les prendre en photo, tu vas pouvoir dire qui sont ces gens, une sorte de Google Lens des gens. Évidemment, ça pose des problèmes éthiques et de vie privée absolument monstrueux. Et en fait, le New York Times avait encore levé un lièvre là-dessus, sur le fait que Meta, on en avait parlé au mois de janvier, Meta allait préparer une fonctionnalité pour ses lunettes pour que vous puissiez vous balader dans la rue et vous puissiez, eh ben, hop, reconnaître des gens qui passaient dans les caméras des Meta Ray-Ban. On adore, bien sûr. Alors, évidemment, à l'époque, cette fonctionnalité avait été largement démentie par Meta en expliquant que c'était évidemment quelque chose qui était complètement faux et dérogatoire, etc. Voilà. Et on avait aussi appris que dans cette enquête, le détail et l'enfer, enfin le diable est dans les détails. On avait appris dans cette enquête que Meta comptait même, c'était tellement prêt qu'en fait la discussion de Meta, c'était pas de savoir s'ils allaient sortir cette fonctionnalité pour les Meta Ray-Ban, c'était de savoir quand et comment la sortir. Et on avait appris que Meta espérait sortir ses lunettes à un moment de forte intensité politique et sociale pour que la nouveauté sorte un peu inaperçue. Donc littéralement, ils nous transforment tous et toutes, enfin tous les gens qui possèdent ces lunettes en caméras de surveillance ambulante, voilà, pour scanner des visages, sans le consentement des gens, bien sûr. Ils espèrent en plus sortir cette nouveauté en catimini, en espérant qu'il va y avoir d'autres problèmes et d'autres choses qui se passent à ce moment-là pour que ça prenne un peu toute la place dans les news. On voit le niveau quand même de l'entreprise. C'est vraiment, vraiment incroyable. Mehdi Mitchell qui dit désolé pour le lieu commun particulièrement irritant, mais là c'est Black Mirror. On dirait Black Mirror. Je suis d'accord, c'est le point, on dirait Black Mirror. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien évidemment, Wired a décroché le poteau rose la semaine dernière. Et Wired eh bien, a réussi à repérer dans le code des dans la mise à jour et dans le code de l'app des Meta Ray-Ban une fonctionnalité, la fonctionnalité qui avait été fuitée par le New York Times au début de l'année, qui avait été eh bien, déployée sans que les gens le sachent dans les nouvelles versions du logiciel qui accompagne les Meta Ray-Ban. Je vous rappelle que les Meta Ray-Ban aujourd'hui ne peuvent pas fonctionner sans smartphone, donc ils fonctionnent qu'avec un téléphone Android ou iOS. Et en fait, la fonctionnalité avait été déployée. Wired a chopé tout le code source, a pu décrire toutes les fonctionnalités. Donc on parle d'un système qui vous permet eh bien, de regarder quelqu'un. Automatiquement, en fait, vos lunettes vont choper le visage, détourner le visage, essayer de reconnaître le visage et voir si c'est quelqu'un que vous connaissez qui fait partie de votre liste de contacts Meta, c'est-à-dire Facebook, Instagram ou WhatsApp. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, les lunettes vont stocker dans la mémoire, enfin stocker, les lunettes vont stocker dans la mémoire de l'application ce visage. Donc, quelque part, vous allez engranger pour Meta des scans de visage si vous ne les connaissez pas. Ce qui est évidemment absolument
absolument incroyable. Et je vous mets donc le lien vers Wired. Moi, je suis pas abonné à Wired. Donc, hop, les copains de chez Ars Technica qui bossent avec Wired, eh bien, on fait une synthèse qui, elle, est gratuite. Voilà. Et eh bien, ce qui est fou, c'est que au moment où Wired a levé le lièvre et touché le poteau rose, eh bien, Meta a remis à jour a fait une nouvelle mise à jour et quasiment toute l'application a disparu. Évidemment, excuse de Meta, ce code a été livré et ajouté par erreur. Il n'était pas fonctionnel, voilà. Nous n'avons toujours pas pris de décision sur ce que nous allons faire de cette fonctionnalité, quoi qu'il arrive. Donc évidemment, plein de négations pour dire: «On n'a rien fait, on n'allait rien faire». En fait, la phrase veut juste dire qu'on n'avait pas décidé ce qu'on allait faire et en gros, désolé qu'on se soit fait choper, en vrai. Et donc là, eh bien, cette fonctionnalité qui s'appelle name tag a été donc chopée, vue par des journalistes. Depuis, elle a été supprimée par Meta et évidemment, ça joue, l'autruche pour ne pas, donner beaucoup de news. On vous rappelle qu'ici, voilà, Ars Technica rappelle que déjà en février, Andrew Bosworth, un des big boss de Meta, avait dit que cette fonctionnalité n'existait pas quand, le New York Times en avait fait la révélation en février. Il avait évidemment appelé l'enquête complètement fausse et très, très, très malhonnête. Voilà. Et depuis, Meta ne veut pas répondre aux questions là-dessus. C'est absolument incroyable. C'est vraiment incroyable. Alors, et la responsabilité de Ray-Ban qui accepte ça aussi dedans, ils disent quoi, les Kashiro-san? Je ne connais pas comment dire, les détails du contrat qui lie. Encore une fois, c'est pas tant Ray-Ban que Essilor non, c'est quoi? Luxottica? C'est Luxottica et Meta. Donc je vous rappelle que, les Meta Ray-Ban sont la première collaboration de Meta avec Luxottica, qui est le groupe, le géant de l'optique qui détient Ray-Ban. Puisque je vous rappelle que depuis, on a eu les Oakley Ray-Ban aussi et que Luxottica, ils détiennent aussi Grand Optical, ils détiennent énormément, énormément, de marques, du monde de l'optique, grand public et je sais même pas si c'est professionnel ou pas, quoi. L'intérêt pour, Meta, je comprends, mais quel intérêt pour l'utilisateur des boîtes à cookies? Bah, encore une fois, c'est toujours pareil, on te dit: «Eh, mais c'est pratique, regarde, tu as vu quelqu'un dans la rue, tu te rappelles plus de qui c'était, je peux te dire: "Ah, tu as croisé ta voisine", on te vendra toujours ça comme une fonctionnalité rigolote ou, comme un truc qui peut t'aider, genre: «Oh, vous avez déjà été dans un rendez-vous, professionnel, puis vous n'arrivez pas à reconnaître la personne et vous hésitez parce que vous connaissez pas son prénom. Oh, grâce à Meta, on peut vous le susurrer dans l'oreille». C'est toujours pareil, on va vous donner on va vous enfin, on le solutionnisme, encore une fois, c'est de créer les solutions, enfin, de créer les besoins des solutions qu'on vend. Et donc là, je pense qu'à part des gens un peu creepy ou des gens qui bossent pour des sociétés de surveillance ou pour des forces de l'autorité autoritaire, je pense que personne n'a besoin de scanner le visage des gens dans la rue à gogo, quoi. Voilà, évidemment. Mais ils vous trouveront toujours un truc un peu rigolo pour trouver une utilisation là-dessus en disant voilà, c'est le Shazam des gens, il n'y a rien de méchant, c'est rigolo. Voilà. Et au début, oui, vous inquiétez pas, tout sera stocké en local chez vous, ce sera 100% anonymisé, on gardera rien. Et petit à petit, ils feront comme d'habitude, vous connaissez le truc, évoluer les conditions d'utilisation, évoluer les fonctionnalités, etc., etc. Mais là, là, enfin, littéralement, ces 2 enquêtes montrent que Meta était en train de vraiment préparer la fonctionnalité, se préparer à essayer de la sortir en catimini. Je pense qu'une bonne partie de gens n'auraient même pas été au courant qu'ils avaient activé le name tag dans leur caméra et vu qu'aujourd'hui, il y a plusieurs millions de Meta Ray-Ban qui se sont vendus, même on a clairement passé la barre des 10-15 millions de Meta Ray-Ban vendus, on aurait eu des millions de caméras de surveillance sur pattes, littéralement, qui se baladaient. Alors moi, j'ai des Meta Ray-Ban, que j'ai, des V1 de l'époque, je ne sais pas si elles auraient eu cette fonctionnalité. De toute façon, maintenant, si vous avez des Meta Ray-Ban, vous ne vous en rendrez pas compte parce que la fonctionnalité a été supprimée dans une mise à jour un peu en catastrophe. Mais l'idée et l'exécution est vraiment horrible, vraiment horrible. C'est que vraiment, aujourd'hui, une entreprise peut se permettre de faire ça. Elle se fait prendre la main dans le sac en février. Elle dit juste c'est une enquête qui est malhonnête et puis vraiment qui est pleine de choses on n'a jamais confirmé. Voilà, globalement. Elle se fait prendre la main dans le sac. Elle dit oh, oui, bah, c'était pas activé. Puis on n'avait pas décidé officiellement ce qu'on allait en faire. Donc il se passe rien. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien à dire. C'est absolument absolument, absolument incroyable ce qu'ils sont en train de faire là-dessus. Donc vraiment, plus que jamais, si vous hésitez à acheter des Meta Ray-Ban, si vous voulez donner vos données à Meta, bah, essayez de le faire le moins possible.
Hier encore, on discutait avec toute la team Game of Roll de il faut exister sur les réseaux sociaux et il faut faire des formats verticaux. Moi, notamment, je ne fais pas de formats verticaux par rapport aux autres. C'est pas bon pour ma carrière de ne pas faire de formats verticaux. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire du short, du TikTok et du Reels Instagram. Et Instagram, en fait, c'est une plateforme que j'aime bien parce qu'il y a plein de créatrices de contenu que j'adore sur Insta qui m'inspirent beaucoup sur plein de trucs personnels ou professionnels. Mais c'est vrai que ça me fait chier royalement de me réinvestir sur Instagram euh, quand je vois ça. C'est vraiment, c'est vraiment une, c'est vraiment une boîte terrible, quoi. C'est vraiment terrible ce qu'ils font, quoi. Et je comprends pourquoi les fondateurs d'Instagram, les fondateurs de WhatsApp sont partis en claquant la porte assez vite, quoi. Gary qui dit j'ai fait un acheter pourtant, ça coche toutes les cases. Mais moi aussi, je vous le dis, on en a même parlé en stream. Là, je devais me refaire des lunettes. Là, l'année dernière, je devais me refaire des lunettes. Je discutais avec vous, j'étais là, genre, j'étais vraiment entre mon usage réel qui match super bien avec des lunettes, ma veille technologique qui fait que bah, je dois tester des produits et des produits qui en sont en plus, ce sont des succès pour les comprendre. Et j'hésitais à acheter ces lunettes pour me refaire des lunettes de vue. Et on en avait parlé en stream déjà l'année dernière, il y a 1 an de ça, je me rappelle, juin 2025. Et à la fin, je vous ai dit, je peux pas. Je peux pas. J'ai été jusqu'à rentrer chez un opticien pour voir les Meta Ray-Ban et je me suis dit, je peux pas. Vraiment, ce que fait cette boîte avec la vie des gens, c'est vraiment, pour moi, c'est les. Enfin, si on parle de GAFA et de Mango, pour moi, c'est les pires, quoi. C'est vraiment, c'est la boîte avec laquelle je suis le moins aligné de toutes. Donc, j'avais pas acheté de Meta Ray-Ban. Et là, il y a pas plus tard que la semaine dernière, j'ai finalement été, parce que j'en ai marre que vous me voyez que des lunettes trop grandes et un peu teintées en mode grand-père ou producteur de films de cul des années 70, là, un peu assombri. Donc, j'étais me refaire des lunettes normales. Donc là, j'étais acheté des Ray-Ban normales, du coup, et que je vais recevoir à la fin de la semaine. Donc, vous verrez avec des nouvelles lunettes, mais des non Meta Ray-Ban. Et évidemment, j'attends ce que vont faire les autres, mais pas Meta, en fait. Donc, moi, le jour où je peux toucher à des smart glasses de chez Samsung, Google ou Apple, qui elles-mêmes ont leur propre démon, mais j'ai envie de dire, il n'y a rien de comparable avec ce que Meta fait, quoi. Donc, voilà, on verra à ce moment-là. Vous savez que Apple serait peut-être pour la fin 2027, vous savez que Google et Samsung sera peut-être pour la fin de l'année, mais je patienterai, le geek en moi patientera pour tester ces choses-là. Mais là, vraiment, Meta, c'est terrible. C'est terrible. Pourquoi pas YouTube Short? Si, il faut que je fasse YouTube Short. Faut le triumvirat des formats verticaux, c'est publier sur YouTube Short et comment dire? Et TikTok et Insta. Bonjour Gazélène, bonjour tout le monde. Pourquoi tu vas pas en Corée faire l'OP laser? Dit Bomba Clotax. Pourquoi en Corée pour aller faire l'OP laser? On peut aller faire un peu n'importe où. Parce que je suis trop vieux. Donc maintenant, je vais surtout rentrer dans l'âge où il va y avoir peut-être l'inverse de la myopie. Je sais quoi, c'est la presbytie qui va arriver. Donc voilà. Si je devais faire les yeux, j'aurais dû le faire il y a 15 ans, quoi. Budududu qui nous dit pour avoir travaillé avec des gens de chez Meta et Google, c'est vraiment les deux pires boîtes qui en ont rien à foutre des données des utilisateurs, c'est effrayant. Oui. Moi, je pense que Meta, on a un niveau quand même qui est. Voilà. On a un niveau qui est juste fou, quoi. C'est quoi, c'est presbyte ou hypermétrope quand on voit pas bien de près? Je sais pas. Bref. On reste dans l'IA? Allez, on va continuer avec les mangos, les fameux mangos. Ok, je vais être presbyte et bien, bah, c'est quand même V là tous les deux, là on parle de ça, mais bon. Évidemment, vous l'avez vu passer, je dois vous le montrer. Le nouveau modèle de Anthropic. Voilà, donc Claude Fable 5. Donc ça y est, on passe de Opus à Fable, un nouveau modèle chez Anthropic. Et vous le voyez ici que eh bien, Fable a réussi ce que Opus n'avait pas réussi. C'est que Fable eh bien, a joué à Pokémon Fire et juste avec la vision, donc juste en regardant des images du jeu pour jouer et prendre des décisions, eh bien, Fable 5 a terminé le jeu en 40 heures, ce qui est évidemment absolument incroyable et absolument effrayant. Je vous rappelle que jusqu'alors, Anthropic utilise beaucoup de benchmarks et Pokémon en est un. Et Opus avait déjà, dès la 4.6, je crois, Opus avait déjà fini Pokémon, mais Opus avait besoin d'aide. Voilà, ils avaient besoin d'aide, c'est-à-dire des prompts pour donner un peu des règles de base ou alors d'une aide humaine pour eh bien, le guider, etc. Là, vraiment, ce qu'ils ont donné avec Fable,
c'est que, bah, ils lui ont rien donné. Ils avaient juste démarré le jeu et de ce qu'ils voyaient du jeu, ils comprenaient qu'on pouvait se déplacer, acheter les textes, les personnages, les règles, les machins et il a fini le jeu. Je trouve ça juste incroyable. Vraiment rien, rien, rien et donc vous voyez ici, c'est un timelapse de Claude, dans sa version Fable 5. Donc pourquoi Fable 5? Parce que je sais pas pourquoi, parce que ça aurait pu être Fable 1, mais on va dire que c'est opus 4, Fable 5. Et bien qui termine Pokémon Red, eh bien, en utilisant que des screenshots du jeu générés après ses décisions, rien. Pas de cartes, pas d'aide à la navigation, pas d'informations, supplémentaires sur l'état du jeu. C'est juste absolument incroyable et évidemment, tout ça pour annoncer en grande pompe leur nouveau modèle. Il y a eu évidemment d'autres tests, mais celui qui a le plus fait discuter, c'est celui-là. Donc leur nouveau modèle, je vais y arriver, il est là. Il arrive en 2, j'ai envie de dire, en deux saveurs. Eh bien, il arrive en Fable 5 et Mythos 5 et donc Mythos, je pense que vous en avez entendu parler. C'est ce fameux modèle qui est peut-être un coup de génie de com de la part d'Anthropic, parce que c'est un modèle qu'Anthropic, avait dit qu'il ne pouvait pas le livrer au grand public parce qu'il était trop effrayant, trop puissant. On avait vu ensuite des histoires assez folles, notamment sur tout ce qui était sécurité et débugage avec, notamment leur collaboration avec les équipes de Firefox et cetera, qui avaient montré que Mythos était surpuissant. Il était, réservé à un club très fermé de gens qui peuvent accéder aux modèles non bridés de chez Anthropic depuis quelque temps, mais qui sont plutôt des États ou certaines entreprises, on va dire, qui ont montré patte blanche, comme par exemple Firefox ou Microsoft. Et voilà, donc bref, on a désormais un nouveau moteur qui s'appelle Fable 5 ou Mythos 5. Et en fait, la différence entre les deux, c'est que Fable 5 est ouvert au grand public. Donc là, je crois qu'il est, si vous avez un abonnement Anthropic payant, il est gratuit jusqu'au 22 juin. Et ensuite, il deviendra payant. Et Mamma Mia, les tarots, je crois qu'on est entre 2 et 3 fois plus cher que Opus 4.7 en termes de coût au token. Donc il faut vraiment avoir envie d'avoir un truc qui envoie la patate. Des gens avaient blagué aux États-Unis que le coût, donc on parle de 40 de l'heure, à peu près, pour 50 millions de tokens. Et ben, le coût fait qu'aujourd'hui, ça coûte plus cher d'avoir une IA haut de gamme que d'avoir un travailleur ou une travailleuse humaine stagiaire à l'heure aux États-Unis. Donc, voilà, bravo. Et évidemment, la partie Mythos, ce sera le même modèle, mais qui n'aura pas des garde-fous, puisque Fable 5, lui, eh bien, il aura sur certains aspects, donc cybersécurité, biologie, etc., il aura des garde-fous et des bridages dans son utilisation. Là où Mythos 5 donc, restera ce modèle complètement débridé, on va dire, et sans limitation, et qui sera réservé à des comptes très sur le volet. C'est même pas une question d'argent. Donc voilà. Donc faites bien, 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 bien attention si vous avez des abonnements, parce que si vous passez par, Fable 5 en tant que moteur, je pense qu'il va vous cramer vos tokens à une vitesse juste folle, quoi. J'avais vu que c'est le modèle le plus cher, actuellement, à utiliser. Donc, bah, peut-être qu'un jour on arrivera à des machines qui auront, la puissance et la structure pour gérer ce genre de modèle en local, ce qui est évidemment aujourd'hui pas le cas. Mais, mais évidemment, encore un gros coup. Vous savez qu'en plus, comme je vous l'avais dit juste avant, comme Anthropic et OpenAI sont en train de se battre pour se valoriser au mieux avant leur entrée au Nasdaq dans quelques semaines, évidemment, attendez-vous à avoir du chat GPT 5.6, voire du 6.0, et que ça vienne se battre dans tous les sens pour reprendre un petit peu la main sur les petits copains en termes de c'est moi qui ai le meilleur sur tel ou tel usage. Taramax, ils sont obligés de valoriser de plus en plus pour eux, mais est-ce que les usagers vont suivre? Alors d'un point de vue, financier, non. Là, on est vraiment sur des cas où vous avez intérêt à rentabiliser ou alors que c'est votre boîte qui paye. Parce que, là, le modèle Mythos 5, Fable 5, en fait, il crame tellement, tellement, tellement en ressources, en termes d'inférence ou d'output que de toute façon, je pense que, la plupart des gens vont le tester là jusqu'au 22 juin en disant: «Waouh, c'est impressionnant pour des trucs très complexes» et à partir du 22 juin, quand ils vont se rendre compter qu'ils vont se rendre compter qu'une soirée parce que ça va être ensuite, ça va être une facturation à l'usage. Quand ils vont se rendre compte qu'un peu à la grande époque de nous internet, c'était facturé à la minute, que leur soirée de recherche sur Claude Mythos 5, ça leur a coûté, 80 balles la soirée. Je pense qu'il y a des gens qui vont se calmer, hein, donc voilà. Donc je pense que beaucoup de gens reviendront sur Opus, qui coûte beaucoup moins cher,
et qui brûle beaucoup moins de tokens. Mais Mythos et Fable, c'est pour des usages très, très spécifiques. Puis comme d'habitude, encore une fois, les coûts vont baisser, les performances vont augmenter, et puis ce qui était des modèles, super, super, bleeding edge comme disent les Américains, deviendront des modèles, accessibles à tout le monde. Un modèle avec une telle performance sur le cas, ce serait fou, dit Quentin Zeffiro. Bah, encore une fois, ce n'est qu'une question d'année, puisque on a eu la loi de Moore sur les performances des processeurs, et puis là, on a eu une loi aussi qui fait que chaque année, les puces en local font des miracles par rapport à ce qu'elles faisaient il y a 1 ou 2 ans. Encore une fois, c'est impressionnant de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui en local avec des machines assez légères, hein, encore une fois, des MacBook Pro ou des machines comme ça, ou même une machine avec une carte graphique de type Nvidia RTX 5000. Et on peut faire des choses assez intéressantes. Et on s'est rendu compte aussi, ça a été l'époque, bon, c'est il y a déjà 2 ans, j'ai envie de dire, où des petits malins comme Mistral montraient qu'avec des modèles plutôt légers en termes de paramètres, on pouvait avoir des résultats vraiment efficaces et vraiment précis. Donc il va y avoir la fameuse croisée de montée en puissance, baisse en charge et baisse en prix. Il y a un moment où effectivement on pourrait faire des choses intéressantes. Là déjà, ce qui a été montré là chez Apple du côté de Siri AI, ce qui peut être fait en local dans votre iPhone, c'est déjà assez chouette. C'est vraiment déjà assez chouette. On est qu'en 2026. Apple ne s'est mis qu'à peine pour attraper les petits copains, mais vu qu'eux, ils misent beaucoup sur beaucoup de tâches plus mondaines, classiques en local, on peut déjà faire des choses sympas dans un engin qui fait 5 mm d'épaisseur et qui consomme 2 watts, quoi. Donc, on va y arriver, mais effectivement, l'avenir, c'est quand même d'avoir à disposition des modèles très efficaces et très légers en local, et vous ne payez que l'énergie, j'ai envie de dire, et rien d'autre pour faire je sais pas moi, gérer du quotidien, par exemple. Donc, trier des factures, chercher un truc spécifique dans vos mails, dans vos photos, que sais-je encore. Et puis après, pour des beaucoup plus gros projets, vous allez passer par le cloud et des services qui seront payants. Et je pense que pendant quelques années, ça va être un peu le mode opératoire de la plupart des gens qui font entrer des modèles, des modèles d'IA, enfin d'IA, encore une fois, je déteste ce terme, vous voyez ce que je veux dire, dans leur vie de tous les jours. Donc voilà. Pour que ça fonctionne en local à tarif raisonnable, il faut déjà que les data centers arrêtent de manger des puces de mémoire comme les Tic Tac. Ouais, on va en parler d'ailleurs avec Microsoft, on va rigoler un petit peu. Apparemment, c'est sensiblement plus rapide Siri AI en local. Oui. Non, mais Siri AI est vraiment, vraiment chouette. Apple, pour l'instant, a trouvé, on va dire, le meilleur compromis. C'est qu'ils utilisent les modèles de chez Google. Attention, ils n'utilisent pas Gemini, hein, ils utilisent juste les modèles de chez Google. Et après, ils ont mis toutes leurs surcouches à eux. Et les premiers retours et les premiers tests sur iOS 27 en bêta et Siri AI sont vraiment très bons, au sens où ça marche bien. Ça fait rien de flashy, mais ça marche bien. Et une grosse partie est faite en local, et donc avec zéro data qui sort de votre téléphone. Donc ça, c'est cool. Bref, voilà l'histoire. Mais justement, merci pour la transition. Attends, j'ai baissé un peu la lumière, j'ai trop de lumière. Voilà. Merci pour la transition, puisque évidemment, puisqu'on parle d'Apple, Apple est là, mais bah, comme dit Schnack, il faudra avoir un compte américain, puisqu'on l'avait vu. Évidemment, Apple et l'Europe, c'est toujours la guéguerre. Et donc là, Apple a call out, évidemment, Bruxelles, en disant ils sont pas gentils. Nous, on vous propose plein de nouveautés. On a envie de vous faire rêver et bah, vous voulez pas, quoi. Voilà. Et donc, selon eh bien, Apple, c'est à cause du Digital Market Act de l'Europe que eh bien, Siri AI, donc la version évoluée de Siri avec toutes les petites fonctionnalités à base d'IA, ne sortira pas, sortira plus tard en Europe. Donc voilà, Apple vraiment, il nomme clairement l'Union européenne pour dire, bah, encore une fois, l'Union européenne vient freiner l'innovation. Et c'est intéressant, puisque en face, l'Union européenne, elle, a répondu. Voilà, donc là, je vous mets le lien de chez Numérama, avec l'article de Lisa Impératrice qui résume très très bien la position, puisque l'Union européenne dit, encore une fois, on n'interdit pas du tout Apple de vous fournir les fonctionnalités évoluées de Siri, il n'y a pas de souci. Nous, tout ce qu'on veut, le Digital Market Act, et c'est aussi une loi anti-monopolistique, et il faut que d'autres logiciels d'IA, d'autres modèles ou d'autres apps comme Claude ou comme Gemini aient accès à Siri
comme les modèles d'Apple. Il faut ouvrir à la concurrence de la même manière qu'aujourd'hui, quand vous achetez un téléphone, vous devez proposer plusieurs navigateurs, plusieurs moteurs de recherche. Ici, c'est un peu la même chose. Et Apple rétorque que, évidemment, c'est impensable pour Apple de laisser à d'autres modèles et à d'autres business models surtout l'accès au niveau OS de leur téléphone. C'est ce qu'ils refusent parce qu'ils, encore une fois, nous, on n'a pas les mêmes approches que Meta et OpenAI au hasard, wink wink, clin d'œil sur la vie privée des gens. Et donc, il y a un bras de fer, une bataille de sourds, qui est une bataille qui n'est pas vraiment technologique, mais une bataille qui est plutôt politique, encore une fois, qui doit dicter comment se comporte votre OS. Est-ce que c'est un gouvernement ou est-ce que c'est une entreprise? Vous savez qu'encore une fois, c'est un sujet qui est très gris et que selon les cas, bah, des fois c'est mieux que ce soit un gouvernement et des fois c'est mieux que ce soit une entreprise. Qu'on sait qu'encore une fois, chacun agit pour son intérêt globalement. On sait quels sont les avantages et les inconvénients de l'un comme de l'autre. Mais pour l'instant, en attendant de savoir comment va être arbitré tout cela, eh bien, nous, Européens, nous n'aurons pas les fonctionnalités avancées de Siri AI à sa sortie potentielle en octobre 2026. Voilà. De ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris, je pense clairement que c'est la responsabilité d'Apple, puisqu'on sait que technologiquement, c'est complètement possible pour eux eh bien, de faire entrer d'autres modèles qui aient accès à votre OS, mais de manière un peu contenue, de manière un peu protégée. Et ça serait possible aussi, ce serait une ouverture à la concurrence. Mais encore une fois, vous connaissez l'attitude d'Apple par rapport à ce genre de choses. Après, encore une fois, je vous rappelle qu'Apple s'est toujours comporté globalement comme un fabricant de consoles et que pour Apple, la vie est plus douce si vous ne faites confiance qu'à eux et pas à d'autres personnes. Voilà. Vous connaissez, enfin, je pense qu'on ne va pas refaire le topo sur les avantages et les inconvénients de l'approche d'Apple, qui est d'ailleurs beaucoup plus radicale sur iOS que sur macOS, puisque vous voyez que Siri OS, comme je vous l'avais dit, hein, pour la première fois, la conférence Apple n'était pas divisée en différents OS, mais divisée en fonctionnalités, puisque Siri AI va être une sorte de super app qui est pervasive et qui va être sur tous les OS d'Apple. Et donc, par exemple, pour les gens qui ont des Mac comme moi, on va avoir droit avec macOS 27 aux fonctionnalités sans problème, puisque macOS est beaucoup moins fermé que iOS, par exemple. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est lié, si je ne m'abuse, que à iOS et iPadOS. Ah. Je sens que vous êtes partagé dans le chat. Si le respect de la vie privée est total chez Apple, il ne devrait pas avoir un problème avec le DMA. Non, diathème. En fait, c'est différent. Encore une fois, Apple invoque le fait que le DMA les bloque et l'Union européenne dit c'est pas le DMA qui vous bloque. Nous, ce qu'on veut juste vous dire, c'est que si vous voulez déployer votre fonctionnalité, il faut qu'elle soit aussi ouverte à la concurrence. Voilà. Donc, euh, l'angle d'Apple, c'est de dire qu'en fait, le DMA les empêche technologiquement de déployer leurs applications et sur l'aspect de la vie privée. Et l'Union européenne dit que non, c'est pas le DMA, c'est qu'encore une fois, c'est une loi anti-monopolistique. Il faut ouvrir à la concurrence, c'est comme ça. Donc pour l'instant, c'est une sorte de dialogue de sourds où chacun se renvoie la balle en disant on est de bonne foi, c'est l'autre qui est pas de bonne foi. Moi, là-dessus, j'ai plutôt tendance à m'aligner avec l'Union européenne. Mais Dudu qui dit mais si tu écoutes l'UE, tu ajoutes une brèche de sécurité sur les données des utilisateurs. Non, enfin. Après, ce que dit très bien l'article de Numérama un peu plus bas, c'est qu'encore une fois, Apple pourrait développer dans des containers, en fait, d'une certaine manière, une place pour faire rentrer la concurrence. Je vous le dirai ici, là, parce que l'article de Lisa Imperatrice a fait une très bonne synthèse là-dessus. Euh, euh, je vais vous le retrouver. Apple avait proposé notamment la création d'un Trusted System Agent, un intermédiaire intégré au système qui permettrait à un assistant tiers d'accéder aux mêmes fonctions que Siri AI tout en conservant des protections mises en place par Apple. La proposition n'a pas convaincu la commission qui estime qu'Apple ne peut pas lancer Siri AI sur iPhone et iPad tout en gardant un droit de regard sur les assistants concurrents bénéficiant du même accès. Un des objectifs clés du DMA est de garantir que les contrôleurs d'accès ne puissent pas tirer parti de leur statut dans des domaines où ils sont solidement implantés comme des systèmes d'exploitation pour favoriser leurs propres services d'IA. Ce n'est pas eux de décider qui a le droit d'innover ni de choisir quels outils d'IA les citoyens de l'Union européenne peuvent utiliser, insiste la Commission. Voilà. Donc c'est très intéressant et comme le dit très bien donc Lisa Imperatrice sur cet article de Numérama, c'est pas vraiment une bataille technologique, c'est vraiment une bataille politique qui est en train d'avoir lieu ici. Donc c'est un point qui est très intéressant, bien sûr, mais il faudra bien le garder en tête si à un moment vous dites hey, j'ai envie d'acheter un iPhone parce que je veux ce que j'ai vu à la télé avec les fonctionnalités de Siri AI. Il y a des grandes chances qu'en septembre-octobre, vous n'ayez pas ça avec l'iPhone 18. Voilà.
C'est le même souci que les moteurs de recherche, dit SBIMFR. Oui, il y a des grandes questions sur les moteurs de recherche et on a forcé les géants de chaque OS de donner le choix, encore une fois, sur les moteurs de recherche et sur les App Store. C'est pour ça que Google, Android et iOS ont été contraints à s'ouvrir aux App Store tiers de bonne foi, puisque je vous rappelle que Apple avait interdit les App Store tiers. Il avait été découvert que Google en fait graissait la patte des constructeurs pour qu'en fait les App Store tiers soient jamais mis en avant ou jamais même inclus. Donc il y en avait un qui était clairement monopolistique et l'autre qui était discrètement monopolistique, mais les deux se sont fait évidemment taper sur les doigts. L'idée encore une fois, c'est pour l'UE que il n'y ait pas des géants absolus qui, de l'OS au navigateur, au moteur de recherche, à l'assistant IA, au service de musique et de streaming, que sais-je encore, eh bien, contrôlent absolument tout. Et c'est encore une fois pour ça que des fois, des sociétés se font démanteler, puisqu'elles contrôlent, elles ont des situations monopolistiques dans trop d'activités, et chaque activité, en fait, eh bien, vient renforcer leur monopole pour renforcer le monopole de leurs autres activités. Au hasard, Windows avec Internet Explorer à l'époque. Voilà. Je vous rappelle que si Apple est aujourd'hui en vie, c'est parce que Windows a injecté de l'argent dans Apple pour maintenir en vie un semblant de concurrence pour ne pas se faire démanteler. Voilà. Je vous rappelle que Google a failli passer au bord d'être forcé de vendre Chrome, notamment, il y a quelques semaines de ça, parce qu'ils sont en position monopolistique sur les navigateurs et les moteurs de recherche qui sont intégrés aux navigateurs. Donc, c'est intéressant, encore une fois, et moi, là-dessus, je suis plutôt du côté de la Commission européenne. Il faut absolument que l'innovation, que les petites startups et que la concurrence puissent fleurir, quel que soit l'environnement. Et c'est pour ça que quand vous installez aujourd'hui votre OS, vous avez une page qui n'y avait pas il y a quelques années, qui est quel est le moteur de recherche préférentiel que vous voulez mettre dessus. Et on est obligé d'afficher DuckDuckGo, d'afficher Bing, d'afficher les autres et pas que Google, quoi. Donc voilà. Bref, c'est un débat que je trouve très intéressant, très très intéressant, euh, et qui est encore une fois très gris. Dans un même débat où, par exemple, des réseaux sociaux se battent pour que des États autoritaires ne puissent pas choisir qui a le droit de publier sur réseau social ou pas, bah là, je suis plutôt du côté des réseaux sociaux, par exemple. Voilà. D'un moment où les États veulent forcer les réseaux sociaux à faire la chasse aux, aux comptes haineux ou aux comptes pédocriminels, bah, je suis pour les États là-dessus. Donc c'est évidemment un sujet qui est toujours très très gris sur qui a la responsabilité et qui a le contrôle, encore une fois, de comment fonctionnent beaucoup des services essentiels de nos vies numériques aujourd'hui. Salut Wonder Marmotte, bonjour à toi, bonjour, bonjour. Allez, dernier petit point maintenant pour parler un peu de logiciels, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais j'ai envie de dire bon, un truc un peu plus sympa, voilà, un truc un peu plus sympa. Dans le genre offre gratuite pour quelques temps, je ne veux pas vous parler de Claude Fable 5, je veux parler du VPN de Firefox. Voilà. Sachez que Firefox est bien un VPN gratuit, ce qui est plutôt bien et plutôt rare pour être reprécisé. Et pendant quelques temps, eh bien, vous aurez une bande passante illimitée sur sur le VPN de Firefox, alors que jusqu'alors, c'était limité à 50 gigaoctets. Alors attention, il ne faut pas confondre VPN de Firefox et un VPN, puisque je vous rappelle qu'un VPN de Firefox ne va rerouter et filtrer que ce qui sort de Firefox. Donc, c'est pas à confondre avec, connaissez-vous NordVPN, code créateur Seb Lafrite. Les VPN, on va dire payants et au niveau de l'OS, vont eux évidemment contrôler tout ce qui sort de votre ordinateur en général, de vos ordinateurs qui ont installé le logiciel et qui payent l'abonnement. Là, chez Firefox, ce qui est bien, c'est que c'est gratuit. Et donc là, vous voyez pendant quelques jours en plus qu'au 31 août, c'est illimité en termes de trafic. Mais évidemment, ça ne concernera que ce qui va transiter via Firefox. Donc il faut bien le garder en tête quand même. Mais c'est toujours une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est toujours avec Bulvad chez Mozilla? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Là, je vous en parle juste parce qu'il y a le petit côté, c'est illimité jusqu'à fin août et puis après, ça repassera à 50 gigaoctets. Mac Mahmoud, il dit, il faut avoir quelle version de Firefox introuvable chez moi? Bah, n'importe quelle version récente de Firefox, non? C'est cool, mais le gratuit, ça paie pas. Je me demande comment Mozilla va s'en sortir. Bah, ce qui est drôle, c'est que la source principale de revenus chez Mozilla, enfin la fondation Mozilla, je crois que ça reste encore et toujours Google, hein. Le fait que Google Search soit le moteur de recherche par défaut
de Firefox, je crois que ça reste leur source principale de revenus, parce que ça leur apporte plusieurs dizaines de milliers de dollars par an juste sur ce contrat. Et évidemment, il y a beaucoup de gens qui critiquent Firefox de dire, bah, en fait, si vous voulez un peu, si vous avez un esprit de fondation et que vous voulez lutter un peu contre les géants, il faudra un peu sortir d'un partenariat avec littéralement Google. Mais je crois que c'est la source de revenus numéro un de Mozilla aujourd'hui. Atem 433 qui pose la question de comment on lutte tout en préservant la vie privée des gens. C'est une question qui n'a pas de réponse, Atem 433. C'est pour ça que vraiment je suis pour que les gouvernements, surtout les gouvernements autoritaires, n'aient pas accès à tes échanges chiffrés. Et je suis pour que des réseaux mafieux, des trafiquants de gens ou des violeurs ne puissent pas se cacher dans des réseaux à l'abri des autorités. Donc, encore une fois, c'est un sujet qui est très très gris, qui est très complexe à gérer. Et voilà. Je pense que le meilleur milieu pour moi, c'est quelque chose qui ressemblerait beaucoup qui serait une métaphore parfaite de chez soi. C'est que quand vous êtes chez soi, en fait, les autorités peuvent pas rentrer chez vous sans mandat, mais si à un moment elles ont un mandat, une justification, elles peuvent rentrer chez vous pour fouiller vos ordinateurs, vos affaires, etc. Mais elles peuvent pas rentrer comme ça, quoi. Donc c'est un peu un équivalent. Aujourd'hui, c'est un peu ça, hein, c'est que les autorités peuvent demander à des constructeurs ou des gens de leur donner accès à leur téléphone ou les forcer en cas d'enquête ou en cas d'arrestation. Mais sinon, elles n'ont pas. Aujourd'hui, un policier ne peut pas dans la rue vous prendre votre téléphone et fouiller votre téléphone. Bon. Ed Candy il me dit ça me semble que ça se déploie progressivement dans les pays. Normalement, le VPN de Firefox est déjà disponible en France, hein, si je ne m'abuse. Il n'est pas disponible dans beaucoup de pays, mais c'est vraiment, en gros, c'est Europe, Amérique du Nord. Donc, je crois que c'est États-Unis, Canada, France, Allemagne, Royaume-Uni. Attendez, je vais vous le retrouver, mais la France est dedans, ça c'est sûr. Voilà ici. Hop. Ouais, on est inclus dans le VPN. Taramax, il dit ouais, ça doit être à travers Mulvad. Alors, je sais pas quelle est la réputation de Mulvad en tant que fournisseur du service de VPN. Je sais pas ce que ça vaut, honnêtement. Mais voilà. Dans un monde où je vais peut-être me remettre un peu à télécharger du contenu, voilà, ça va peut-être être pas mal de m'activer un VPN généralisé, quoi. Zbim MFR qui dit c'est top Mulvad. Eh ben, c'est bon à savoir. Eh ben, vraie question du coup. J'ai jamais demandé. Est-ce que NordVPN c'est bien? C'est affreux parce que en fait ça marche leur truc. C'est à force d'avoir matraqué, fait des pubs plus ou moins drôles et second degré, ils sont vraiment entrés dans la culture, de la pop culture quoi. Est-ce que NordVPN du coup, enfin au-delà des publicités, moi j'ai jamais été sponsor NordVPN, mais est-ce que c'est un bon rapport qui a été pris ou pas? Donc tout le monde dit que Mulvad c'est vraiment top. Ah bah trop bien. Euh, Dans un pays démocratique, ça ne sert à rien. Il y a 2 boîtes avec des VPN valables et c'est Mulvad et Proton. Très bien, Bidi Badidi. Et, et Apple, ils fournissent pas un équivalent de VPN en fait, Apple, via Safari aussi? Je sais pas. J'utilise pas assez Safari pour le dire. Bon, je trouve que c'est une bonne nouvelle et en tout cas, je vous laisse, dans le chat et dans les commentaires des replays me donner vos références de VPN, mais voilà. Je m'étais dit: «Est-ce que je vais vraiment faire un truc genre que j'ai jamais fait, mais qui est genre, je vais aller voir un créateur ou une créatrice que j'aime bien et je vais voir s'ils ont une OPSP avec un VPN et passer par leur code pour les récompenser et m'abonner à un VPN. Je trouve ça drôle. Alors, on enchaîne. On enchaîne. Et on va passer maintenant à de la tech classique avec une mauvaise nouvelle. Ouais, 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 ouais. Une mauvaise nouvelle. Désolé les gens. Pourquoi une mauvaise nouvelle? Eh bien parce que Framework, encore eux, les pauvres, ils ont retardé leur fameux laptop 13 Pro. Voilà. C'est The Verge qui a repéré ça et qui a récupéré le mail qui a été envoyé au client en décalage d'un mois. C'est pas à cause de la mémoire vive ce coup-ci, c'est à cause de 2 nouveaux composants. Donc le fameux trackpad, encore une fois, je vous rappelle que faire un très bon trackpad, c'est pas aussi simple que ça. Voilà, on a vu que ça mettait beaucoup de temps de faire un trackpad qui soit vraiment à la hauteur. Et aussi le nouvel écran qui est fabriqué par le chinois CSOT, qui est un des géants des écrans et des moniteurs. Ces 2 nouveaux éléments custom faits à la demande pour Framework, qui ne sont pas, encore une fois, des éléments génériques off the shelf, comme on dit, déjà prédisponibles,
poserait un petit peu de problème, sur, bah, la finition, le débugage et donc il y a un petit décalage. Donc pour les gens qui étaient hyper hypés, comme moi d'ailleurs, sur cet ordinateur, je vous rappelle que c'est un ordinateur, nouvelle génération en aluminium, toujours 100 démontable, modifiable, réparable, améliorable, modulaire et cetera, avec cette superbe puce de chez Intel qui est dedans. Donc cet ordinateur, eh bien, qui a cartonné les préventes, hein. Franchement, je crois que le batch 1 est parti en 4 minutes pour un ordinateur qui commence à 1 300 et qui finit à 3 000 € et je crois que la dernière fois qu'on avait regardé, 2 semaines après, on était déjà au 11e ou 12e batch. Donc les batchs, c'est évidemment des, heu, des des livraisons. On était déjà à la 12e vague de livraison qui était déjà précommandée, c'était un peu la folie et donc déjà, il y a 1 mois, il fallait attendre jusqu'à fin septembre pour avoir le batch 11. J'ose même pas imaginer aujourd'hui, on peut aller voir ensemble. Mais effectivement, c'est un peu regrettable, mais on les soutient bien sûr, hein. On va voir où on en est là pour les précommandes là-dessus. Je crois que je vais me le prendre si j'arrive à en choper. Bah, moi, en fait, là, moi, j'avais contacté, merci à Warzeo dans le chat, j'avais contacté aussi, j'ai voulu passer par, Lenovo pour m'acheter un Lenovo avec une configuration équivalente et qui est aussi un peu modulaire et réparable. Mais pour ça, il fallait que je vende mon Mac et j'ai pas réussi à vendre mon Mac encore. Il faudrait que je vende mon Mac parce que je peux pas me permettre évidemment d'acheter un nouvel ordinateur. Mais vous voyez, on en est au batch combien? Laptop 13, voilà, bam, 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 tout prêt, tout fait. Pré-order, ouais, on est au batch 14 en octobre là maintenant. On en est au batch 14. Si on passe au plus, ouais, non, c'est batch 14 pour l'instant et le haut de gamme, il est déjà en rupture de stock. Donc vraiment, on est sur des délires. Bonjour Coxy. Voilà, on reste, la coque est en plastique. Non, la coque n'est pas en plastique, Mahmoud. Justement, c'est la différence du, laptop 13 Pro avec le laptop 13 pas trop. 2 secondes, je vais éternuer. Je me suis muté et démuté volontairement. On n'arrête pas le progrès. La coque ici est en aluminium unibody comme des MacBook Pro, voilà. C'est juste que tu peux choisir d'avoir un capteur d'écran, qui a plein de couleurs différentes et parmi les couleurs de capteur d'écran, il en existe aussi, en plastique, transparent, voilà. Mais globalement, même les cartes d'expansion, tu peux en avoir en aluminium aussi. Donc si tu veux avoir un truc qui est 100 en aluminium, heu, tu peux, voilà. Mais justement la différence avec les autres, laptop framework, c'est que celui-ci est en aluminium. Donc non, c'est un super ordinateur, il a l'air d'être super bien fini et encore une fois, pour un ordinateur qui a vraiment très bien né, surtout, bah, c'est aussi un projet qu'on a envie de soutenir parce que l'équipe derrière maintenant, ça fait plusieurs années qu'ils nous prouvent qu'ils font des super produits et qu'ils ont maintenu vraiment leur promesse de faire des bons produits qui sont des produits qui durent dans le temps et moi, Framework, je trouve qu'ils ont été même encore plus loin que ce que j'imaginais par rapport à des Fairphone et cetera. C'est que vraiment aujourd'hui la marketplace pour acheter et revendre, pour imprimer des modules, pour transformer des vieux modules en PC et cetera, elle est top et puis, l'idée que, même encore une fois avec la carte mère de votre tout premier laptop d'il y a 5 ans, vous pouvez complètement, littéralement glisser la carte mère dans le nouveau laptop 13 Pro si vous le voulez, ça marche. Bah, ça, c'est une belle promesse, je trouve, en termes de continuité. Alors l'inverse n'est pas possible puisque, désormais ce laptop a une batterie qui est plus grande, donc vous pouvez pas mettre dans une ancienne coque, une nouvelle carte mère, mais vous pouvez mettre en tout cas votre ancien ordinateur dans la nouvelle coque en elle-même si vous le voulez et ça d'un point de vue ingénierie, c'est génial de faire ce suivi sur plusieurs années, plusieurs générations comme ça, quoi. Bref, soutenez et moi, voilà, j'aimerais bien effectivement passer sur Linux aussi sur mon ordinateur portable. Donc si j'ai l'opportunité de vendre MacBook Pro, 13 pouces, 14 pouces et ben, j'essaierai d'acheter, un Lenovo ou ce framework, sous Intel Panther Lake. À moins que j'attende encore un peu la fin de l'année et que je teste directement les puces de chez Nvidia, les RTX Spark, heu, puisque je pense que ce sera très facile d'installer un Linux dessus aussi. Mais bon, là, on est dans d'autres problématiques encore une fois et voilà. OK, on enchaîne avec un autre petit tangent, voilà, avec un écran et qui m'intéresse grandement aussi, c'est une de mes petites lubies. Évidemment, les tablettes à encre électronique pour faire plus que lire, voilà. Boox, le spécialiste chinois des tablettes à encre électronique sous Android, vient de sortir le Go 6. Donc le Go 6, vous imaginez bien que, eh bien, c'est une tablette petite avec un écran 6 pouces, donc plutôt portable. Mais le grand intérêt ici, c'est que cette tablette, eh bien, ça y est, elle est aussi tactile pour la prise de notes. Et donc,
c'est plutôt chouette, puisque vous avez une petite tablette, pas trop chère, je crois qu'elle commence à 199 euros, sous Android, donc vous pouvez installer à peu près tout ce que vous voulez. Je vous déconseille d'installer YouTube sur cette tablette, mais si vous voulez installer Blue Sky ou si vous voulez installer Discord ou si vous voulez installer Kindle et Kobo aussi pour lire dessus, vous pouvez complètement. Moi personnellement, je trouve ça très très malin d'avoir installé un Android sur ce genre de tablette. Et avec la prise de notes, eh ben, je trouve qu'on commence à avoir un petit engin et bien très sympa. Gazou, la souris Logitech, c'était ma news juste après. Donc je la montre juste après. Donc voilà, 160 grammes avec un design que je trouve vraiment sympa. Le stylet, il est malheureusement pas livré avec, donc il est optionnel. Je crois qu'il y a un combo pour acheter le tout avec, je crois que le stylet vous coûte 30 € en plus si vous achetez le stylet, en combo. Vous voyez, c'est 200 € et si vous prenez le petit stylet avec, voilà, c'est 33 $ en plus hors taxe. Donc c'est un prix qui est plutôt pas mal pour une tablette qui a l'air d'être plutôt capable. Je crois qu'ils ont augmenté la RAM de 50, ce qui est rare dans ce monde-là. Bon après on est passé de 2 à 3 gigas de RAM parce que ça n'a pas besoin de beaucoup de RAM, mais on a encore un peu plus de RAM pour un peu plus de rapidité dans l'exécution des tâches du quotidien. Donc j'aime beaucoup, beaucoup ce petit produit pour faire, eh bien, de la lecture, de la prise de notes, un peu de travail tranquillement et on va dire 2-3 mails, messageries, réseaux sociaux textuels et voilà. Karl Marx Jacobs qui dit: «Je viens de recevoir la Mini XTE Ink X4 à 60 €. Elle est incroyable, je la connais pas». Budu Budu qui dit: «J'ai la Boox Note R 4C et je viens de recevoir la Go 7. Franchement, je recommande, c'est une très bonne marque». Ouais, Boox, c'est vraiment, c'est une marque qui s'est maintenant, bien imposée, depuis quelques années. C'est vrai que le problème avec beaucoup de marques chinoises, c'est qu'elles ont des produits super intéressants, mais que des fois, elles tiennent pas la distance et qu'elles disparaissent un peu. J'ouvre un peu la XTE Ink que je ne connais pas. Ah oui, ça, c'est le petit truc qui se colle derrière votre téléphone, c'est ça? Ouais, ça, on en avait parlé du coup. C'est quelque chose avec un MagSafe et vous pouvez l'aimanter derrière ouais. J'ai installé Webtoon sur ma box Air, je sais pas quoi, c'est un peu compliqué, alors que c'est des images fixes. Ah bon, on peut pas lire des mangas? Moi, le but du jeu, c'était comme aussi d'utiliser ce genre de tablette pour pouvoir installer, bah, je sais pas, Manga Plus et lire des mangas, non? J'étais intéressé par Books, nous dit Soka underscore, mais leur non-support d'Android récent m'a fait abandonner l'idée. Je peux comprendre. D'un point de vue sécurité, ça m'embête un peu, mais d'un point de vue fonctionnalité, je vous avoue que ces tablettes sont tellement limitées par rapport à des tablettes ou des smartphones Android modernes que de toute façon, je sais que je vais avoir un usage assez limité d'Android dessus. Ouais, vraiment, c'est quasiment que de la lecture euh, enfin, que des trucs à base de texte, hein, globalement. Donc voilà. De tous les tests que j'ai pu voir, la plupart des gens ne voient pas trop la différence parce qu'encore une fois, l'Android est tellement sobre que voilà. Après, moi, c'est une question de sécurité. Est-ce que c'est à jour sur la sécurité d'Android? Voilà, c'est un vrai truc, quoi. Le problème de Webtoon, c'est que c'est du scroll en soi, et c'est très bizarre rendu. Ah oui, c'est vrai, Azerad, j'avais oublié. C'est vrai que les Webtoons ont plein de fonctionnalités d'ailleurs qui te permettent justement de faire en fait des effets d'animation et tout. C'est vrai, t'as raison. Oui, moi en fait, globalement, je lis manga plus quoi et des livres. Donc bon, pour moi, ça change pas grand-chose quoi. Salut Alforac. Après, je vous avoue, pour continuer à parler un petit peu de tablette, j'avais pas prévu d'en parler. Je devais vous parler de la souris pliante Logitech, mais c'est le moment de remettre une petite pièce dans la machine, puisqu'on en parlait juste avant avec la semaine dernière. Donc je vous rappelle qu'on a fait Tech on Me jeudi dernier, et il y avait notamment Conquerax. Et Conquerax, en fait, lui, il a une tablette de chez Red Magic. Il a la Red Magic Astra, dont je vous ai longuement parlé. Eh bien, il y a l'année dernière, c'était une des tablettes les plus hot du moment. Mini tablette, je vous rappelle, tablette 9 pouces, qui faisait globalement la taille d'un iPad mini, mais avec des performances monstrueuses, un écran OLED. J'avais failli craquer l'année dernière. J'avais pas craqué parce que je vous rappelle que l'USB-C était placé n'importe comment. Je pouvais pas mettre de manette USB-C dessus, ce qui était vraiment un peu rageant. Là, on est à quelques jours de la sortie de la Red Magic Astra 2. Et donc, toujours dans l'idée pour moi, je vous rappelle d'essayer d'abandonner un peu mon smartphone, parce qu'avec ma meuf, on s'est promis d'essayer de moins regarder nos smartphones. Et une des manières de moins regarder son smartphone, c'est d'avoir une montre pour les notifs et les SMS et une tablette pour l'usage intentionnel, on va dire, quand on en a vraiment envie. C'est toujours plus intentionnel de sortir une tablette de son sac que de sortir un smartphone de sa poche. Donc c'est vrai que je suis toujours un peu partagé dans l'idée d'acheter une mini tablette qui devient un peu mon ordinateur principal avant mon smartphone,
ou une tablette un peu de type Android, qui évidemment est beaucoup plus limitée en usage parce que, bah, du coup, fini les jeux vidéo, fini la vidéo, mais bonjour la concentration et d'être un peu mon usage vraiment principal, mon écran principal avec lequel je me trimballe. Donc à voir. Thème qu'il y avait un Tech Only jeudi dernier? Tout à fait, tout à fait. Je vous remets le petit lien là, mais il est où mon petit PP World? Je vous remets le lien vers le replay. C'était hyper bien. On a eu un super accueil, c'était très chouette. Voilà. Tu avais Hop, une communication, on en avait beaucoup parlé. Xbox. tac, c'est ici. Et je vous rappelle que la semaine prochaine, donc le 18 juin, ce sera jeudi, et on fera une émission un peu plus tôt, de 16h à 18h, et on sera en direct de Vivatech. Voilà. Et oui, une bonne émission ensemble. Un petit Ned pour s'occuper plutôt que de Doomscroll, ça compense un peu Dialforac. Mais en fait, après, c'est toujours la fameuse question un peu éternelle, les gens, hein. C'est toujours la question éternelle et je vous l'ai posée et je pense qu'on se la posera toujours parce qu'il y a pas de moyen parfait. Mais dans un monde où on veut moins utiliser son smartphone, effectivement, est-ce que c'est mieux d'avoir des objets qui font des choses uniques, genre une liseuse pour travailler et lire, voilà, une montre pour la santé et les notifications et les appels un peu à l'arrache, un appareil photo pour faire des photos, ou est-ce qu'il faut une tablette qui fait à peu près tout, qui serait peut-être en 4G, machin et tout, mais qui prend un peu de place et donc on a un peu sortir, qu'on sort quand on en a vraiment besoin et qu'on va pas se trimballer comme ça et qu'on va pas sortir à tout va, mais qui permet de tout faire et peut-être trop de choses encore une fois, parce que c'est vrai que du coup, si je suis là-dessus, bah, j'aurais encore plus envie de regarder YouTube et de jouer aux jeux vidéo. Je sais pas. Je suis pas 100% pour avoir me trimballer tous les jours avec 6 objets différents. Je vous avoue que me dire que je dois prendre une liseuse, une montre, un petit smartphone aussi, mais que j'utilise pas, mais qui vraiment me sert de box 4G, parce que, voilà, pour avoir la 4G sur ça, plus ma console de jeu, plus mon appareil photo, plus une voilà, un appareil photo caméra, ça m'embête un peu. Je trouve, après c'est une vie où tu as tous les jours un sling bag sur toi et voilà. Moi, c'est vrai que la beauté d'avoir un smartphone, c'est que globalement, très souvent, je sors dans la rue, je n'ai que mon smartphone et mes clés et c'est tout, en fait. Parce que mon smartphone, dedans, il y a ma carte de transport, il y a mes cartes de paiement et c'est très libératoire, libérant, libérantif, bien sûr, de sortir avec aussi peu de choses sur soi parce que le smartphone fait à peu près tout. Mais bah, du coup, je regarde mon smartphone comme un drogué se injecte une petite dose de sucre, voilà. Donc c'est vrai que le smartphone, c'est trop bien, en fait. C'est ça le problème, c'est que c'est trop bien. Je trouve ça génial. Tu peux pas mettre plus d'objets dans aussi peu de place que dans un smartphone et en même temps, c'est terrible. C'est vraiment une drogue terrible, pour le doom scrolling, notamment. Donc, voilà. Bref, quand je vois la Boox 6 et les futures petites tablettes comme la Oppo Pad mini et cetera et ben, c'est un peu ce que j'ai envie de faire globalement quand même. La montre fait podcast et livre audio, sinon pour ne pas avoir les yeux sur un écran d'e-schnack. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, quand on a une montre très performante, là j'ai une Pixel Watch 4 qui est 4G, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses dessus, hein. En vrai, c'est vrai, je peux écouter de la musique, j'ai mes notifs dessus, je peux passer des appels. Donc c'est vrai. Et notamment les montres, elles ont ça. Mais ouais. Taramarex qui dit j'ai des objets dédiés et je passe quand même beaucoup de temps sur mon smartphone, pas sûr que l'objet soit la réponse, me concernant en tout cas. Ouais, il faut vraiment que ton téléphone soit pas à portée de main, quoi. C'est ça le truc. Il faut pas que ce soit à portée de main. Kukilu qui dit pour lire dans les transports à la liseuse, c'est 1000 fois mieux qu'un smartphone. Évidemment. De toute façon, encore une fois, chaque objet dédié fait le job mieux qu'un smartphone. Donc, si j'ai une DJI Osmo Pocket 4 et une liseuse et une montre, etc., ça fait mieux le boulot qu'un smartphone. Mais encore une fois, des fois, tu n'as pas envie de te trimballer tout ça par rapport à ça, quoi. Voilà, des fois, ça, tu as besoin de pas plus que ça. C'est assez jouissif de dire que tu as autant d'objets dans ça, quoi. Non, boîte à cookies. Merci beaucoup, Kukiliu, pour le 16e mois d'abonnement. Merci à toi. Les notifs sur mon poignet, ça me stresse beaucoup trop. Dit bidi 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 bidi. Oui, c'est à toi de régler effectivement c'est à toi de régler tes notifications. Ça, je suis complètement d'accord. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, mais c'est quelque chose, tu dois le régler. Hop, 3350 pompes. Je vois quelqu'un dans le chat qui demande à se faire unban parce cette personne a été bannie de la chaîne de Lydia. Ouais. Bah, si tu as été banni sur la chaîne de Lydia, je te propose de demander déjà de débanir la chaîne de Lydia. Parce qu'effectivement, comme tu le sais, avec les streamers et streameuses, on se partage les listes de ban automatiquement maintenant parce que ça fait gagner beaucoup de temps à beaucoup de personnes. Voilà.
Donc si tu es de bonne foi, la personne qui a été bannie, qui me demande d'être débannie, va te faire débannir chez Lydia. Kashiro-san qui dit: «J'ai toujours un sac pour ma gourde, du coup j'ai également un bouquin». Oui, mais bah, j'ai l'habitude des fois de sortir vraiment sans rien sur moi, c'est super agréable et même pas de gourde, mais voilà quoi. J'ai pif qui s'est retombé, je suis modo sur les 2. Et la personne bannie me dit: «Non, à la base j'étais banni sur la chaîne de Mister MV». Ah là là. Je dis ça au moment où Goldsource dit: «Tant que vous partagez pas votre liste avec Mister MV». Ah bah ouais, mais bon, qu'est-ce que bah oui, on partage avec MV, nous avec toute la team Game of Thrones, évidemment qu'on partage nos listes de ban. Azirath qui dit: «En parlant de montre connectée, j'attends la livraison de ma Pebble Time 2». Bah, je vais être sympa, c'est pas toujours quelqu'un me demande d'être débanni. La personne me dit qu'elle a été bannie parce qu'elle a dit reset en plein speedrun. Allez, allez, je le débanne. Je sais même pas comment on débanne. J'ai fait cliquer sur donner les droits de modérateur à cette personne qui s'est fait ban. Donnez-moi 2 secondes. Salut Fahrenheit. Ah bah tu as été déban par, j'imagine, Gpif, du coup. Fahrenheit qui dit: «Salut à tous, je viens de finir Game of Thrones Justice, c'est un régal». Ah, ça fait plaisir. Soupadja qui dit: «Est-ce que je compte, faire mon test du Steam Controller aujourd'hui?» Non. Mais qui a des bans sérotonine alors c'est pas moi? Franchement, je sais même pas qui t'a des bans sérotonine. Je sais même pas qui c'est. J'ai cliqué sur ton nom. Bon, bah, voilà. Soupadja, je vais pas faire le test du Steam Controller aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai prêté mon Steam Controller à Nodus de Canard PC. Donc voilà, Nodus n'a pas réussi à choper un Steam Controller, le pauvre. Donc je vais passer mon Steam Controller là, pendant quelques jours pour qu'il le fasse pour Canard PC et après je vous ferai mon verdict du Steam Controller. Bref, on a fini avec les tablettes et justement on passait vite j'ai envie de dire aux petits accessoires. En parlant, encore et toujours d'écran, j'ai trouvé ce petit accessoire que j'ai trouvé très, très sympa. Voilà. C'est un petit kickstand, un petit support. Alors là, attention. Attention les gens, ça c'est la team EDC qui arrive, le Everyday qui arrive. Et regardez ça, eh bien, on a un petit stand MagSafe. Donc, encore une fois, je vous rappelle que le MagSafe, si vous avez un téléphone compatible MagSafe avec les aimants, des bisous Samsung, ou que vous avez juste acheté un sticker MagSafe pour l'ajouter sur votre téléphone, c'est évidemment tout un écosystème magnifique d'accessoires qui s'ouvre à vous. C'est vraiment trop, trop bien le MagSafe. Et ici, eh bien, nous avons un petit stand MagSafe en aluminium qui a un côté un peu voilà, tech, un peu Death Stranding qui a un design OK tiers, cool, mais dedans, il y a un multi-tool. Et là, je me suis dit: «Aïe, aïe, aïe, attends, il y a un multi-tool». C'est-à-dire que là, dans mon kickstand de téléphone, ils m'ont ajouté une scie, un tournevis hexadécimal, un tournevis plat, une lime et un couteau. Évidemment, évidemment, je suis obligé de vous le montrer. Pas de l'acheter, bien sûr, pas de l'acheter. Attendez, je suis fort. J'ai déjà des supports MagSafe pour mes téléphones à gogo, mais je trouvais qu'il avait une bonne bouille. Voilà, honnêtement, il a une bonne bouille, il est plutôt joli et voilà, j'attends, je reste fort. Alors Olumu, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une marque qui sort pas de nulle part. Ils avaient déjà fait pas mal de produits, donc voilà, c'est pas à voir. Mais avoue que c'est joli, avoue que c'est joli. Est-ce que vraiment vous allez utiliser un jour, cette lime à ongles intégrée dans le support de votre téléphone MagSafe? J'y crois pas une seconde. Est-ce que vous pourriez casser les couilles de vos potes à un repas en montrant toutes les fonctionnalités de votre support? Là, j'y crois à 100. Et évidemment, encore une fois, le but, ce n'est pas la fonctionnalité, c'est les amis qu'on a perdus en chemin de ces fonctionnalités qui comptent. Mais avouez que le côté un peu Jackie futuriste, moi, ça me parle toujours. Je suis un peu faible par rapport à ça, voilà. Merci Plague19 pour ton message pour sérotonine, c'est gentil, merci. Donc attendez, est-ce que vous voyez sérotonine dans le chat ou pas? Parce que je sais pas si du coup je le vois, mais les gens le voient pas. Je sais pas comment on rendre visible quelqu'un qui est invisible. Oui, c'est bon. Ah oui, d'accord, ok. Bref, voilà. On enchaîne avec des objets sympas. Et là, on va parler d'un objet qui effectivement, quelqu'un m'a demandé ce que je vais en parler. Je vais vous en parler. C'est une souris. On avait déjà eu un peu un équivalent chez Microsoft. Est-ce que vous vous rappelez de la Arc Mouse chez Microsoft, qui était une souris qui se pliait à plat, voilà, comme un hamster qui s'est fait écraser. Quand j'étais ado, j'avais un pote, qui est toujours un pote aujourd'hui, qui avait une
qui avait une gerbille. Donc moi, je sais pas ce que c'est qu'une gerbille, mais en gros, une gerbille, c'est entre un gros hamster et une petite moufette, quoi. Voilà. Une sorte de petit rongeur un peu. Il a fait tout un circuit pour sa moufette. Dans sa chambre, vous savez, des trucs vraiment. Après, ça pue la cage à lapin, un peu la cage à hamster. Donc, il a fait des tuyaux en plastique. Bref, sa chambre était transformée en acrobranche, parc acrobranche pour sa moufette. Et pour sa gerbille, pardon. Et, et, euh, et donc, elle courait partout. Et puis, une fois, elle s'est échappée. Et elle s'est cachée sous le tapis qui était sous son lit. Et, et la mère de mon pote est rentrée pour nettoyer la chambre. Et elle l'a écrasée. Elle a marché dessus sur le tapis. Voilà. Et donc, elle a retrouvé la moufette. Elle a retrouvé la gerbille. Elle a entendu un. Elle a soulevé le tapis, puis elle a retrouvé le truc. Voilà. C'était mon histoire terrible du jour. Je sais pas trop quoi vous dire. C'était pour vous dire que ça faisait penser à la souris de Microsoft que je vais montrer. Quelle terrible introduction pour parler de souris. Hein. Vraiment, c'est. Bref, vous vous rappelez de cette souris? Je sais pas pourquoi j'ai pensé à la gerbille de mon pote Olibo. Rip la gerbille. Ouais, terrible. Lui, il était dégoûté, mais sa mère était traumatisée, quoi. Sa mère était traumatisée pendant vraiment très, très, très longtemps. Bon, bref. Donc, vous vous rappelez de la souris de Microsoft, la Arc. Et moi, chaque fois que je vois cette souris, je pense à la gerbille de mon pote Olibo, puisque c'est une souris qui, dans le but d'être transportée partout, s'aplatit. Voilà. Elle s'aplatit complètement. Logitech. Terrible histoire, terrible histoire. Vraiment, triste pour la gerbille, triste pour mon pote, triste pour sa mère. Vraiment, terrible histoire. Tout le monde a perdu. Logitech a sorti l'inverse de la souris de Microsoft, c'est-à-dire que Logitech a sorti une souris nomade pliante, voilà, mais qui se replie à 100%. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc ça, c'est si la gerbille est en train d'être pliée en deux, qu'elle s'était fait marcher dessus, elle aurait cette forme. Donc voilà, c'est la nouvelle Logi nomade, donc c'est pas son nom d'ailleurs, mais qui se plie en deux pour pouvoir se glisser dans votre sac un peu mieux. Est-ce que vraiment on y gagne beaucoup de place à avoir une souris qui se plie en deux? Je sais pas. Voilà. L'idée aussi, c'est que vous avez 2 boutons, mais que ici, les fans de la Magic Mouse d'Apple seront ravis de voir qu'il n'y a pas de molette au milieu, mais plutôt une sorte de trackpad. En vrai, c'est très limité, c'est pas un vrai trackpad comme sur la Magic Mouse d'Apple. Et vous la voyez, elle peut se ranger un peu partout. Si vous êtes en déplacement régulièrement et que vous avez besoin d'une souris d'appoint, let's go. Je vous avoue qu'aujourd'hui, il y a tellement de souris compactes, performantes et surtout moins chères que 80 balles que bon, je sais pas si j'ai envie de vous la conseiller, quoi. Mimi, cette souris, mais aucun intérêt à transporter une souris en 2026 pour moi, elle dit boîte à cookies. Bah moi, quand je bosse pas mal, je préfère quand même largement bosser avec une souris qu'avec un trackpad. Donc quand je sais que je vais arriver dans un lieu où j'ai la place en tout cas pour utiliser ma souris, j'ai envie de dire que ouais, j'emmène une souris, quoi. Mais après, enfin, moi j'ai des souris, maintenant une souris gaming à 30 euros haut de gamme d'une marque chinoise comme, je sais pas moi, M-Chose ou ATK ou autre. Bah, vous avez des souris 4000 dpi à 39 grammes pour 30 balles. Donc j'ai envie de dire, vous avez des souris littéralement plus légères que cette souris. Elles sont juste pas pliantes, mais une fois qu'elles sont tellement petites qu'elles sont pas beaucoup plus grosses, 10 fois plus performantes. Bon, après, des gens diront que le look est stylé. Bon, voilà, ça vaut comme 80 balles. Hein. Ça reste Logitech pour le tarot. Je vous avoue que pour moi, une souris de bureautique, ça devrait pas dépasser les 19 euros, quoi. À moins que vous ayez envie d'une souris vraiment avec des fonctionnalités avancées, avec une molette débrayable, une molette horizontale, etc., comme une MX Masters. Ok, et encore, il y a des clones des MX Masters à 50 balles, tout à fait correct. On va pas se mentir. Aujourd'hui, très dur pour moi de vous recommander du Logitech. Comme je vous le dis, hein, le seul produit Logitech qui m'a enthousiasmé ces derniers mois, c'est la Super Strike parce qu'il y a une vraie technologie derrière. Pour le reste, je vous avoue que Logitech, c'est vraiment pour moi un gros sticker premium posé sur des produits un peu génériques. Voilà. Et on termine sur l'objet tech avant de passer aux pompes et au gaming. On termine sur l'objet tech qu'on attendait beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi et qui, moi, m'allèche. Ça va être pris hors contexte cette histoire. Bon, me donne envie. Ça va aussi être pris hors contexte. M'intéresse énormément. C'est la Instant 360 Luna Ultra. Ça y est, officialisé après des mois de fuite et une sortie en Chine.
Je vous le rappelle, si vous êtes, eh bien, des créatrices de contenu, si vous adorez vlogger, si vous adorez prendre des vidéos de vos enfants, de votre chien, de votre chat, et cetera, je vous rappelle que la DJI Osmo Pocket, notamment depuis la Osmo Pocket 3, est la caméra. Puisqu'on avait pour un package autour des 500 €, un capteur 1 pouce, une excellente stabilisation, une très bonne qualité d'image, une ergonomie, une facilité d'utilisation assez folle. Et voilà, depuis évidemment, tout le monde se jette sur ce marché des caméras de vlogging sur stabilisateur. Et donc, il y a 3 semaines, on a eu droit à la DJI Osmo Pocket 4. Dans quelques jours, on va avoir droit à la DJI Osmo Pocket 4 Pro pour contrer celle-ci. Et vous savez aussi que Canon, notamment, est en train de préparer une caméra équivalente. Donc, je vous rappelle, tout petit package, une poignée et une caméra montée sur une rotule 3 axes. Ici, évidemment, on vient attaquer directement le haut de gamme du côté de chez Insta360, puisque on vient directement, eh bien, avec une caméra qui vaut 700 € plutôt que 500 € et qui est équipée de 2 optiques au lieu d'une. Exactement ce que va être la DJI Osmo 4P qui, je vous rappelle, a été désormais officialisée, montrée au Festival de Cannes. On n'a juste pas la date de sortie, mais voilà. Donc, la différence aussi ici, c'est que Insta360 peut se targuer de quelques fonctionnalités par rapport à la Osmo Pocket 4 Pro. Les 2 principales, c'est que le capteur monte jusqu'en 8K. Alors la 8K, évidemment, ça sert à R, sauf si vous avez envie notamment de shooter en horizontal et en vertical. Vous avez des capacités de recadrage beaucoup plus intéressantes. Le zoom va jusqu'à x6, là où ça ira jusqu'à x3 sur la Osmo Pocket 3. Je parle de zoom classique, hein, pas de zoom numérique. Et aussi, le truc qui est très intéressant sur le papier, c'est que, encore une fois, de plus, si vous êtes vlogueur ou vlogueuse, vous avez un écran détachable. Et ça, je dis OK, il y a un vrai truc intéressant, notamment si vous tournez seul et qu'évidemment, c'est beaucoup plus compliqué pour vous de contrôler votre caméra à distance. Le fait qu'il y ait une télécommande intégrée, enfin, une télécommande, que la partie commande de la caméra se détache pour se gérer à distance, je trouve que d'un point de vue ergonomique, c'est super bien pensé de la part de Insta360. Donc on a 2 arguments. Encore une fois, officiellement, on ne connaît pas vraiment les capacités de la Osmo Pocket 4P qui va sortir dans quelques jours, parce qu'ils vraiment, ils sont littéralement en train de se tirer à balles réelles entre ces deux géants. Mais on sait que l'Insta360, que la Osmo Pocket 4P ne sera que en 4K. Encore une fois, la 4K sera la même que sur la Luna, parce que c'est de la 4K 60 FPS. Pareil sur la Luna, elle peut juste monter en 8K 30 FPS. Mais elle n'aura pas cette télécommande détachable que je pense être une très très bonne idée d'un point de vue purement ergonomique. Si je ne m'abuse, DJI devrait vendre prochainement une sorte de télécommande qui marcherait avec ses Osmo Pocket et ses Action Cam. Donc ça pourrait évidemment rendre la chose plus pratique, mais ce sera à acheter en plus. Après, les premiers tests que j'ai pu voir, encore une fois, parce que l'embargo n'est pas tombé à 100%, je crois, sur ces machines, c'est que ça semble très prometteur d'un point de vue fonctionnalité. Le tracking des visages notamment est très, très bien foutu. Le fait de pouvoir détacher la caméra, c'est un vrai, vrai plus. Mais apparemment, eh bien, cette caméra serait beaucoup plus grosse qu'une Osmo 4. Et je vous rappelle que l'Osmo 4P va être aussi plus grosse. Et apparemment, les menus, c'est pas ouf. Donc les menus, c'est un peu galère à gérer par rapport à une DJI Osmo Pocket 4. C'est moins rapide, moins simple de ce que j'ai pu voir. Donc on attendra de voir évidemment les vrais tests. Mais c'est vrai que on commence à avoir des petits monstres là de caméras qui pour, entre 500 et 700 € commencent à avoir de sacrées performances, des grands capteurs, des logiciels vraiment, de montage, de plans, d'effets spéciaux qui sont vraiment très avancés. Bref, c'est vraiment sympa. Donc, moi, je vais clairement attendre, comme tout le monde, que, la Osmo Pocket 4 P sorte et on aura droit évidemment aux inévitables comparatifs entre ces 2 caméras qui, sur le papier, quand même, sont très semblables. Et vous voyez ici qu'il y a les accessoires avec notamment, la batterie supplémentaire, le trépied, des filtres pour vos objectifs, un adaptateur grand angle si vous le voulez, un micro, plein de choses quoi, voilà. Après, je vous avoue que l'écosystème d'Insta360 est moins réputé que celui de DJI, avec notamment ses micros. Ils ont aussi lancé des micros désormais, mais qui sont moins réputés que ceux de DJI. Je dis pas moins bons, hein, juste moins réputés. Donc voici un petit peu les nouveautés là-dessus, mais évidemment, si vous vous apprêtez à partir en vacances, je pense que ça peut être des
des super armes pour filmer et aussi prendre des photos, puisque un peu comme la DJI Osmo Pocket 4, on peut prendre des photos en haute résolution. C'est du 36 millions, 37 millions de pixels là-dessus, sur un capteur 1 pouce, qui paraît tout à fait OK et possible. Encore une fois, je pense quand même que vous achetez, ces appareils plutôt pour la partie vidéo que la partie photo, mais vous pouvez faire de la photo de manière, comment dire? La photo de manière, beaucoup moins limitative, que j'invente des mots. Limitationnelle lente, voilà, qu'auparavant. Chronix qui dit: «Bonjour, la logiciel commence à me lâcher. Est-ce que vous avez des recommandations pour une souris gaming qui coûte pas 150 €?» Oui! Hem, à moins de 100 €, il y a vraiment beaucoup de marques, mais je sais pas. Pulsar, ATK, WL Mouse. WL Mouse, c'est plutôt 130 €, c'est cher. Heu, ouais, ATK et M-Chose, je crois que c'est quand même les 2 marques avec les meilleurs rapports qualité-prix actuellement sur les souris gaming, voilà. En gros, aujourd'hui, pour 70-80 €, tu as vraiment des bêtes de souris, quoi. Au-dessus, c'est vraiment que tu veux te payer la marque ou un truc spécifique. Tellement d'accessoires sur Insta 360, c'est dit DMT XCS. Ouais, bah, après c'est comme, DJI, c'est que les écosystèmes d'accessoires sont vraiment très pratiques, puis en même temps, c'est aussi là où ils se font de l'argent, hein, encore une fois, on sait, hein. Moi, j'attends de voir surtout on va dire la qualité d'image, en log, de cette caméra par rapport à la 4P pour vraiment, capter l'image, la plus neutre possible et avoir une colorimétrie, qui, une fois que tu passes à la retouche, c'est vraiment une belle colorimétrie parce que pour l'instant, les Insta360, de ce que j'en ai testé, c'est très fun, mais les images, encore une fois, font très un peu artificielles, quoi, on va pas se mentir. Après, le but, c'est pas forcément de faire du cinéma avec, mais voilà, quoi. Là, on a aussi leur nouveau micro, donc vous voyez, ils sont en train de construire leur écosystème un peu comme le voisin d'en face.